C'est un cycle perpétuel, le conflit d'épaule. On, on, on en était convaincu, on en a douté, puis ça revient, puis on se dit l'acromion, en fait, c'était pas le bon endroit qu'on était en train d'évaluer, fallait regarder plus la partie latérale. Surtout si une personne te dit, ben oui, mais on avait diagnostiqué une capsulite et il m'a réglé ça en une semaine ou en un mois. Non, une capsulite ne se règle pas dans un temps court, c'est une maladie longue. En tout cas, moi, je suis dans ce moule-là où j'essaye de voir mes patients limite le moins possible en leur apportant le maximum possible. C'est en tout cas là que moi, je trouve ma satisfaction professionnelle. Donc, il faut contextualiser nos tests. Or, dans la clinémétrie, tu ne dis pas ça. Et c'est vrai que c'est quand même le fond de l'objectif d'un kinésithérapeute, c'est de rendre le patient autonome et de ne pas le rendre dépendant. Hey, salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Srour, qui est kinésithérapeute spécialisé dans l'épaule. Du coup, aujourd'hui, ça va parler épaule, ça va parler conflit sous-acromial, ça va parler capsulite, ça va parler test orthopédique et plein d'autres choses encore. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go! Et salut Fred, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. C'est vraiment un plaisir et un honneur, personnellement pour moi aussi, de t'avoir ici parce que je te suis depuis de nombreuses années, que ce soit sur Facebook au début, et aussi je faisais même des petits récaps de tout ce que tu postais sur les groupes. J'ai encore un document Word de, je pense, 30 pages, bref, mais aussi sur Instagram. Voilà. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement. Dis-nous-en, c'est pas facile à dire, un petit peu plus sur toi. Bien, merci Augustin déjà pour ton invitation. Je te remercie pour le travail que tu fais aussi sur les réseaux sociaux. Tu fais partie des comptes avec Castel Physio qui ne me font pas regretter de scroller sur Insta. Donc quand je tombe sur un de tes posts, je suis content, je me dis que j'ai appris quelque chose et même si tu parles beaucoup du membre inf ou de plein de choses qui parfois ne me concernent pas, j'apprends toujours plein de choses grâce à toi, donc je te remercie. Moi, c'est très simple, je suis kinésithérapeute comme toi, hein, Augustin. Ouais. Je suis diplômé d'il y a une vingtaine d'années maintenant. Et très rapidement, je me suis engagé sur un exercice qui était plus spécifique sur les pathologies de l'épaule. Donc, tu sais, comme moi, qu'il n'y a pas de spécialité en kinésithérapie, mais ce sont des préférences en fait thérapeutiques. Donc, comme moi, j'ai préféré traiter ça, c'est pas la peine d'en parler, mais peu importe. Donc, je me suis orienté vers ça. Je me suis beaucoup formé là-dessus, avec des formations qui n'étaient pas aussi qualitatives que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui n'étaient pas suffisamment ouvertes sur l'international, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, et les réseaux permettent cela aussi. Donc, ça, en ce sens, c'est positif. Et donc, toute ma vie professionnelle, j'ai essayé d'être suffisamment compétent sur ce domaine de prédilection. Et puis, au bout d'un certain temps, on m'a demandé tout simplement d'essayer de transmettre ce que j'avais acquis. Et je crois qu'on m'a demandé ça, ça devait faire une dizaine d'années que j'exerçais déjà et que les gens qui me côtoyaient, parce que j'avais beaucoup d'engagement associatif, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai très rapidement, je me suis engagé dans l'associatif au niveau de la profession parce que le fait d'être concentré sur soi-même, plus d'être dans un exercice libéral, ça isole énormément. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans un cabinet de groupe depuis toujours pour être dans un esprit de groupe. Et puis que je me suis engagé dans l'associatif, que ce soit syndical, ordinal ou dans des tas d'autres associations professionnelles, pour essayer d'être dans un corpus et d'essayer de comprendre ce que c'était que l'esprit de corps, c'est-à-dire d'avoir des gens qui essayent d'aller dans la même direction et qui essayent de tirer une profession vers le haut. Et donc, on m'a demandé ensuite de transmettre cela. Au bout de 10 ans d'expérience de cabinet, j'avais l'impression que j'avais pas trop la légitimité pour transmettre cela et puis je savais pas trop ce que ça pouvait donner. J'avais déjà publié des petits papiers quand même dans des revues. J'avais participé à des conférences sur l'épaule déjà. Et puis ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Et donc aujourd'hui, j'essaye de diffuser le plus largement possible. Une dizaine d'années, on a créé l'épaule au top avec un chirurgien qui s'appelle Geoffroy Nourissa, un chirurgien parisien. Ça a commencé tout bêtement par des petites conférences le soir à Paris. Et puis ça a pris une ampleur un peu plus importante
notamment grâce aux réseaux sociaux et grâce à Facebook. C'est-à-dire que on réunissait très rapidement 200, 300 personnes pour des petites conférences du soir, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui voulaient y assister et des gens qui n'habitaient pas Paris aussi. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser Facebook en live pour tout simplement transmettre et diffuser ça. Et on s'est rendu compte de la puissance du réseau social, c'était Facebook à l'époque, et de la possibilité de rentrer en contact avec des gens qui n'étaient déjà pas à Paris, mais qui n'étaient même pas en France. Ouais. Et on avait quand même des gens qui regardaient ces Facebook live ou qui les regardaient en différé, qui étaient au Canada, qui étaient dans les pays du Maghreb, qui étaient en Suisse, en Belgique. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire en fait. On peut diffuser largement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on estimait être un minimum qualitatif, tu vois, puisqu'on fait intervenir des chirurgiens qui étaient spécialisés, on essayait de diffuser des connaissances qui étaient les plus récentes. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir utiliser cet outil-là, pour participer à la diffusion de la connaissance. Depuis, évidemment, bon nombre d'autres personnes l'ont fait et c'est très bien et c'est magnifique. Mm-hmm. Et l'utilisent également dans des conférences en ligne. J'ai été un des premiers à faire des webinars en ligne, en direct. Mm-hmm. Alors, j'avais fait ça dans mon cabinet. Il y avait une pièce entière de technologie. Tu vois, aujourd'hui, on fait ça, on a un téléphone portable à l'autre. À l'époque, il y avait une pièce de 10 mètres carrés qui était remplie de fils, de câbles, etc. pour retransmettre une formation en ligne, en direct, qui était accessible à tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Et c'est génial aujourd'hui de pouvoir, aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui, diffuser par l'intermédiaire de podcasts, de webinars ou de posts sur les réseaux sociaux de la connaissance accessible au plus grand nombre. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens qui nous écouteront maintenant te connaissent déjà parce que voilà, on peut te retrouver sous le nom de Kinéotop sur Instagram, si je dis pas de bêtises, si tu n'as pas changé de nom. Et ouais, c'est vrai que c'est fou parce que moi, je t'ai vraiment connu via Facebook. Hyper improbable parce que je pense que t'es le seul créateur de contenu que je suis actuellement que j'ai connu d'abord via Facebook parce que maintenant Facebook c'est un peu plus mort, j'ai l'impression, ou en tout cas c'est moins utilisé, mais c'est fou comme quoi voilà, t'as démarré petit à petit et puis t'as bâti vraiment quelque chose de super chouette. Donc en fait Facebook n'est pas mort. Facebook est un outil en fait qui ne s'adresse pas aux mêmes catégories d'âge. Et à un moment donné, on ne peut pas exclure une partie de la population professionnelle de l'accès à la connaissance. C'est pas possible. Donc, les outils en fait entre Instagram et Facebook existent puisque c'est la même société, tu le sais. Et donc, quand on diffuse du contenu sur Instagram, on peut le diffuser dans le même temps sur Facebook. Et la tranche d'âge de Facebook, c'est plutôt des gens qui ont plus de 40 ans, voire plus de 50 ans. C'est des gens qui sont toujours en exercice et leur apporter de la connaissance à eux aussi, c'est tout aussi important. Donc, je pense pas qu'il faut délaisser ce champ-là de Facebook, tout comme il ne faut pas délaisser les conférences présentielles, il ne faut pas délaisser les newsletters par mail, parce que à chaque fois, on cible en fait des personnes qui ont des cultures différentes, des habitudes différentes, des âges différents. Et l'objectif, c'est que le plus grand nombre ait accès à toutes ces connaissances. Bien évidemment que les plus jeunes ont accès à un plus grand nombre d'outils parce qu'ils connaissent bien cela. Il faut pas oublier les autres. Ouais, non, t'as totalement raison. Et c'est vrai que je pense pas assez à ça. C'est vrai que moi, je suis dans mon écosystème Instagram, etc. Et donc, t'as raison de le souligner. Tu prends une information et tu la diffuses sur les plateformes et elle sera reçue différemment selon le public. Mais c'est vrai avec ce que tu viens de créer sur YouTube, tu participes à cela parce que YouTube, pour de bon, c'est quelque chose qui est totalement transversable en termes d'âge et tout le monde regarde des vidéos sur YouTube. Donc ça c'est intéressant. Eh ben, merci pour cette belle présentation. Écoute, j'aimerais bien lancer ce podcast avec une question ô combien retournée dans tous les sens ces dernières années. On va parler un peu de conflit sous-acromial. Alors, encore une fois, on va parler de conflit sous-acromial. On en a déjà parlé beaucoup. On scrolle sur Insta, on voit beaucoup ça. Mais voilà, on est en 2024 et je me demandais, est-ce qu'on peut encore parler de conflit sous-acromial en 2024 ? Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on voit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a X années, tu me diras si je me trompe,
il y avait un modèle très biomécanique. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on réfutait beaucoup ça. Et j'ai l'impression que parfois, il y a aussi ce discours nuancé de dire, en fait, ça existe, mais pas aussi souvent qu'on le pense. Ou en tout cas, c'est pas aussi souvent la cause de la douleur que l'on le pense. Quelle est, toi, ta position par rapport à ça et quel est ton avis sur cette question du conflit sous-acromial? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Augustin, c'est compliqué de répondre à cette question sans revenir en arrière comme tu viens de le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu des connaissances à un moment donné. C'est facile de dire 20 ans plus tard l'émergence d'une théorie que ouais, c'est infondé, c'est ceci, cela. Il faut juste regarder en fait les outils qui avaient été utilisés à l'époque. Et c'est vrai que il y avait beaucoup moins d'outils dans les années 70-80 qu'il y en a aujourd'hui pour savoir si des concepts sont réels ou pas. La problématique que j'essaye toujours de faire comprendre aux kinésithérapeutes, c'est que le plus important, c'est l'étude clinique, en fait, pour nous les thérapeutes. L'étude clinique. C'est-à-dire, on prend des patients, on administre un traitement et on voit si ça fonctionne. Ça, déjà, c'est la première des choses. Déjà. Ouais. Ensuite, on prend un groupe contrôle, quoi. C'est la base. On prend un groupe contrôle à qui on n'administre pas le même traitement ou à qui on n'administre rien du tout. C'est la base de la recherche. Et pendant des années, sur la chirurgie de l'épaule, la chirurgie du conflit, qui correspond à l'acromioplastie, on n'a pas fait de groupe contrôle. C'est pour ça, en fait, qu'on est parti là-dedans. Okay. Ça fait 50 ans qu'on fait des acromioplasties sur l'épaule, et évidemment que cette chirurgie a aidé des millions de personnes à aller mieux. Sinon, on l'aurait arrêté il y a 50 ans, tu vois, si cette thérapie ne fonctionnait pas. Donc, la thérapie d'acromioplastie fonctionne. Ok. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on va faire des groupes contrôle, tardivement, et on s'est rendu compte que, en faisant des traitements conservateurs, on avait exactement le même résultat. À court terme, à moyen terme et à long terme. Du coup, on s'est dit, l'acromioplastie n'est pas nécessaire. Et à partir du moment où on se dit l'acromioplastie n'est pas nécessaire, c'est tous les fondements théoriques qui s'effondrent derrière. Et on se dit, du coup, si l'acromioplastie n'est pas nécessaire, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de conflit sous-acromial. Mais enfin, tu sais très bien qu'on peut guérir une grippe soit sans rien faire, soit en prenant de l'aspirine, soit en prenant du Doliprane, ou je ne sais quoi, en étant symptomatique. Ouais. Donc, il y a peut-être aussi des traitements différents qui aboutissent à la même chose. Ouais. Le traitement d'une même pathologie peut être différent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de cela ? C'est un cycle perpétuel, le conflit d'épaule. Ouais, c'est ça. On en était convaincu, on en a douté, puis ça revient, puis on se dit l'acromion, en fait, c'était pas le bon endroit qu'on était en train d'évaluer, fallait regarder plus la partie latérale, puis en fait non, puis en fait c'est la scapulo-thoracique, etc., etc. En fait, on n'en finit plus d'essayer de comprendre pourquoi on a mal à l'épaule. Ouais. Et dans une vision, effectivement, tu as raison, plus on reste sur ce schéma-là, et plus on est mécaniste, en fait. Or, la réalité, tu le sais bien, Augustin, c'est qu'on voit dans nos patients des gens qui ont des douleurs étiquetées comme des conflits sous-acromiaux, qui, avec 5 minutes d'exercice, ont moins mal. Donc, il y a bien d'autres paramètres que des paramètres biomécaniques qui font que les gens ont moins mal et qu'on ne maîtrise peut-être encore pas complètement. Ouais. Des facteurs psychologiques, des facteurs de confiance, des facteurs neuro, tous ces facteurs-là vont influencer. Et la chirurgie joue là-dessus aussi. Ouais. Dans la dernière vidéo que j'ai postée qui est une vidéo d'un chirurgien qui intervient et qui parle du conflit, il dit en fait, le meilleur placebo doit répondre à des règles. Faut que ce soit une thérapie qui soit compliquée, qui soit avec plein d'études, qui soit chère. Et la chirurgie, elle remplit toutes les cases pour être un bon placebo. Ouais. Ouais. Tu vois, nous, on remplit moins de cases. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est moins technique, il n'y a pas la chirurgie, ça fait pas peur, c'est pas symboliquement important de faire des séances de kiné comme ça l'est que de se faire opérer. Donc, on a quand même un effet placebo qui est moins fort, mais il est toujours présent dans toutes les thérapies. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de cela ? Moi, ça ne me dérange pas qu'un professionnel de santé aujourd'hui me dise mon patient a un conflit sous-acromial. L'important, c'est juste qu'on se comprenne les uns les autres en tant que professionnels de santé.
Si c'est pour me dire que sa douleur, elle est en lien avec une structure dans l'espace sous-acromial et qu'il l'exprime de cette façon-là, je m'en fous complètement qu'ils me disent que la personne, elle a un conflit sous-acromial. Ce qu'il faut juste qu'ils me disent, c'est quel traitement il va mettre en œuvre, et les traitements aujourd'hui, on les connaît, ils sont fondés. S'il me dit, j'ai un patient qui a un conflit sous-acromial, et qu'il me dit derrière, du coup, je vais replacer sa tête pour qu'il y ait moins de conflits, alors là, ça me dérange. Ouais. S'il me dit, j'ai un patient qui a un conflit sous-acromial et je vais mettre en œuvre des techniques actives pour améliorer sa symptomatologie, je m'en fous qu'il me dise ça. Ouais. Maintenant, il y a un deuxième versant. Il y a le patient. On sait aujourd'hui que quelqu'un à qui tu expliques la notion de conflit, tu lui dis, voilà, dans votre épaule, il y a un os qui frotte sur vos tendons et c'est ça qui vous fait mal et c'est ça qui est à l'origine de vos douleurs, c'est ça qui est à l'origine de l'usure de vos tendons. Cette personne-là, tu vas l'emmener davantage vers la chirurgie par cette explication-là. Donc le patient, en revanche, il est probable qu'il soit préférable de ne pas lui expliquer le conflit sous-acromial tel qu'on le connaît et qu'on lui explique peut-être les choses un peu différemment. Ouais. Et qu'on lui explique que sa douleur n'est pas forcément liée à quelque chose qui vient frotter comme ça et qui l'abîme, parce que c'est plus facile derrière de lui vendre une chirurgie qui vient raboter l'acromie. Ah ouais, voilà. C'est ça. Moi, je pourrais comprendre. Hein. En tant que patient, tu me dis, quelque chose qui frotte, je vais te dire, enlève-moi ça et tu me coupes ce qui frotte et puis on n'en parle plus, quoi. Donc, Exactement. Donc ouais, ok. Donc on peut encore en parler, mais les actes qui sont mis en place par rapport à ça doivent être en accord avec la littérature aussi et pas rester dans une vision mécaniste de recentrage d'épaule, machin, toutes ces choses-là un peu plus obscures. Mais même ces notions-là ne me dérangent pas tant que ça. Ouais. C'est juste que, tu vois, il faut pas non plus. Il y a cette tendance, c'est lié aux réseaux sociaux, de fameux débunkage, tu vois, ce truc-là, où on essaye toujours de balayer. Tu sais, les recommandations HAS qui sont sorties en 2023 sur les tendinopathies, elles disent que le traitement, il est médico-fonctionnel. Elles disent que la chirurgie n'est pas utile dans les douleurs sous-acromiales, dans les conflits sous-acromiaux. Et ces recommandations, en fait, elles sont issues de publications qui datent d'il y a 15 ans. Le temps de la science, c'est un temps long. C'est pas le temps des réseaux sociaux. Ouais. D'accord? Et donc, comme on a envie de débunker à longueur de poste, on finit par se débunker soi-même, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de distance. Ouais. Peut-être que l'expérience que j'ai et le recul que j'ai permet d'avoir un peu plus de distance parce que moi-même, j'ai fait ces erreurs-là aussi. Bien évidemment, je jette la pierre à personne. Mais il faut avoir un petit peu de distance par rapport à cela. Et dire que quelqu'un me dit je recentre l'épaule, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Déjà, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. S'il me dit, écoute, j'active la coiffe pour que l'épaule soit centrée, je me dis, oui, la coiffe, c'est son rôle de centrer la tête humérale. Tu vois, on peut pas retirer ça. Ouais. S'il me dit, je pousse sur la tête pour recentrer mon épaule en espérant qu'elle soit mieux placée, je lui dis, écoute, je crois que c'est pas exactement ça ce qui se passe dans l'épaule. C'est tout, tu vois. Il faut avoir un petit peu de recul par rapport à cela. Et c'est ce que tu as dit. Il faut que les traitements soient fondés sur les données les plus actuelles et les plus acquises de la science. C'est ça ce que dit la déontologie. Ouais. Les plus acquises de la science. On a aujourd'hui, on connaît des choses quand même sur les douleurs sous-acromiales et il ne faut pas tout évacuer. Ouais. Il y a de la place pour d'autres traitements, même des infiltrations ont leur place. Ouais. Donc, il faut avoir un petit peu de distance et savoir un petit peu ce qui se passe cliniquement. C'est ça le plus important. Okay. Et puis sur la théorie, sortir des théories de ce qui se passe en clinique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Expliquer pourquoi ça fait mal, d'où vient la douleur, ça c'est beaucoup plus compliqué en fait. Ouais, tu vois. C'est clair. Et du coup, à propos justement de cette corrélation structure-douleur, et donc parfois aussi on parle de débunkage, donc que ce soit au niveau du conflit sous-acromial. Ici, il y a aussi tout cet aspect de si on arrive dans une extrême, c'est de se dire en fait le diagnostic en tant que tel n'est plus utile dans certains cas, que ce soit le supraépineux, l'infra, machin. Dans tous les cas, c'est l'aspect fonctionnel qui prime, blablabla. Au final, est-ce que toi, déjà, quelle est ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que toi tu en penses? Et aussi, est-ce que la structure a quand même, dans certains cas, son importance? Et si oui, est-ce que tu aurais des exemples dans lesquels, en fait, un diagnostic structurel, c'est quand même important, même si on sait que dégâts tissulaires n'est pas égal à douleur, etc. Enfin, on connaît un peu ce discours, mais voilà, je sais pas si ma question est très claire, mais n'hésite pas à me dire. Bien sûr qu'elle est claire. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis sur ça.
Est-ce que la structure est importante? Est-ce que c'est important de savoir qu'une personne a une fracture ou pas? Ah ouais, si, ça oui. Bon, bah, c'est une Ouais, structure, l'os. ouais. Donc, voilà. Donc, parfois, c'est important de savoir que quelqu'un a une fracture Mhm, de l'épaule parce qu'il va falloir lui laisser le temps de cicatriser mhm, et que la structure, elle est lésée, elle est abîmée et que tu sais que tu peux pas faire n'importe quoi quand quelqu'un a une fracture. ouais, Donc, c'est bien une structure, ouais. l'os. Et parfois, il y a d'autres structures pour lesquelles le diagnostic n'a pas besoin d'être précis, Mhm, mais il faut quand même le poser. Un diagnostic, c'est aussi un diagnostic d'exclusion. Dire qu'une personne, elle a une douleur d'origine sous-acromiale, c'est un diagnostic. La question, c'est est-ce qu'il faut être précis dans ce diagnostic-là, mhm, comme le souhaite un radiologue. Le radiologue, il fait une imagerie, il voit des structures, et il dit, ou le chirurgien, mhm, il dit, ben voilà, il y a une lésion dans cette structure sous-acromiale, c'est une lésion tendineuse, c'est une inflammation de la bourse, c'est toutes ces choses-là, et votre douleur vient de là. Alors ça, c'est à mon avis un raccourci. ouais. Ça, c'est un raccourci. On le sait aujourd'hui. En revanche, dire que la personne, l'origine de sa douleur est sous-acromiale est important parce que ça permet de dire que l'origine de sa douleur, c'est pas la capsule de l'articulation comme une capsulite, Mhm, ou ça n'est pas une douleur d'origine acromioclaviculaire. mhm, Tu vois, ouais, en fait, c'est en ce sens que c'est ouais, important. Donc le diagnostic, il est ouais, important quand c'est même. ça. Tu Ouais, vois, on peut pas tout balayer à chaque fois et partir à 180 degrés dans un sens ou dans ouais. l'autre. Ce qui semble aujourd'hui inutile, c'est d'identifier la structure qui pose problème à la personne. Mhm, Pourquoi c'est inutile? À ton avis, Augustin, c'est pourquoi c'est inutile de savoir qu'est-ce qui, dans l'espace sous-acromial, mhm. pose problème? Pourquoi c'est inutile pour un kiné, à ton avis? Pour moi, ici, c'est pas utile dans ce cas-là, dans le sens où ce qu'on va faire suite à ça va pas être drastiquement différent. Moi, tu me dis, en fait, pour être tout à fait honnête, tu me dis, voilà, moi j'ai mal, j'ai un conflit postéro, machin, enfin bref, quelle structure, etc. Ce qui compte pour moi, en tout cas, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que le patient n'arrive pas à faire, qu'est-ce qu'il aimerait refaire, dans quoi il est limité, qu'est-ce qui au bilan je trouve, je ne trouve pas ou machin, est-ce que quels sont les facteurs que je peux commencer à essayer d'améliorer au niveau de la modulation des symptômes, etc. Et pour moi, c'est plus autour de ça que je vais jouer. Si j'ai Michel demain, son seul objectif dans la rééducation, c'est de pouvoir mettre sa main derrière le dos, ce qui est en plus, je pense, souvent un gros objectif quand même, ou pour les femmes pour pouvoir mettre leur soutien-gorge. Ben, en fait, que ce soit telle ou telle structure, ben, en fait, ce que je vais mettre en place, c'est des exercices pour essayer de récupérer cette main sur le dos. Après, s'il y a effectivement une, mais ça c'est alors dans un contexte chirurgical, s'il y a une suture, etc. Là, on parle évidemment, c'est différent, on fait attention. Mais si c'est du non traumatique, pour moi, c'est en fait c'est que ça dépend de ce que tu fais après en fait. Pour moi, en fait, si et ça d'ailleurs c'est ce que tu dis souvent aussi, c'est, enfin si je me souviens bien, c'est en fait si le diagnostic n'influe pas ta prise en charge, ne change pas drastiquement en tout cas ce que tu vas ou ce que tu peux faire en prise en charge, et ben en fait du coup ça diminue peut-être un petit peu son importance comparé à bah, tu fais pas la même chose avec une fracture, une suspicion de fracture qu'une tendinopathie réactive quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah ben oui, je pense que tu es exactement sur ce que je pense aussi, c'est-à-dire que est-ce que savoir si c'est la bourse qui te fait mal ou est-ce que c'est le tendon qui te fait mal? On sait même pas si le tendon de la coiffe il peut faire mal, tu Mhm. vois. Est-ce que c'est je ne sais quel autre le tendon du biceps qui fait mal parce que lui il peut faire mal effectivement. Celui-là on sait qu'il peut faire mal. Est-ce que savoir que c'est ça, est-ce que ça va nous kiné hein, Mhm. changer notre orientation thérapeutique? Non, Ouais. non. Maintenant, donc deux choses. Et c'est pour faire la différence avec le chirurgien. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut en arriver à la conclusion simpliste, qui est de dire de toutes les façons, on fera faire des exercices aux Ouais. patients. Et donc la rééducation de l'épaule, c'est faire des exercices. Oui, c'est faire des exercices. Mais comme tu le dis, quelqu'un qui veut mettre sa main dans le dos, c'est pas la même prise en charge que quelqu'un qui veut à nouveau servir au tennis. Pourtant, les deux auront le droit à des exercices. Donc il ne faut pas non plus simplifier et être simpliste, parce que là, non seulement ça dessert un peu ce que l'on fait, mais plus encore, ça dessert les patients Mhm. qui vont être mal pris en charge par des raccourcis
totalement idiot que de dire tout le monde a le droit à des exercices, donc faut faire des exercices à tout le monde et tant mieux. Oui, mais c'est pas, Ouais. tu vois, c'est comme si tu disais tout le monde a le droit à des médicaments, tu rentres dans la pharmacie, tu lui donnes n'importe quoi. Oui, c'est des médicaments effectivement, mais c'est pas ça. Mhm. Effectivement, tout le monde va avoir droit à des Mhm. exercices. Celui qui a une capsulite, celui qui a une tendinopathie dont il souffre et qui peut pas mettre sa main dans le dos, comme celui qui a une tendinopathie qui peut pas soulever une kettle de 20 kilos au-dessus de sa Mhm. tête. Tout le monde va avoir le droit à des Ouais. exercices, mais c'est pas la même Mhm. chose, c'est pas la même orientation. Donc ça c'est une première chose. Est-ce que ça change ton orientation thérapeutique? Non, parce que les principes vont être les Ouais. mêmes, que ce soit une douleur en lien avec le tendon ou la bourse, les principes seront les mêmes et on les connaît. Ça va être une thérapie qui va être essentiellement active, progressive avec de la mise en charge, mais il faut qu'elle soit personnalisée quand Mhm. même. Et là où ça diffère par rapport à un chirurgien, c'est qu'un chirurgien, si c'est le tendon du biceps qui fait mal, lui, il a un acte différent que si c'est une rupture de coiffe. Pourtant, les deux sont dans l'espace sous-acromial. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et il va avoir un geste différent sur les deux. Sur l'un, il va faire une ténotomie sur le biceps, et sur le reste, il va peut-être suturer une coiffe. C'est pas le même geste chirurgical. Ok, ouais. Ouais, donc ce qui a de l'importance pour un professionnel de santé, on voit pas à travers le même prisme en fait au final. Et donc, Peut-être que c'est pas tout à fait la même ouais. chose, tu vois. Mhm. Et Peut-être que les infiltrations peuvent se faire un peu différemment en fonction des douleurs. mhm. Il y a des pistes actuelles Ok. là-dessus. Et ici, t'as parlé justement de chirurgie. Elle est parfois décriée, voire mise de côté au final. Quelle est pour toi la prise, quelle est la place de la chirurgie d'épaule dans les prises en charge d'épaules douloureuses? On va peut-être préciser non traumatiques, parce que voilà, c'est encore différent. Mais dans ce cadre-là, quelle est au final la place de la chirurgie? Est-ce qu'elle a encore sa place? Et si oui, peut-être dans quelles conditions selon toi? Euh, Quand tu regardes la littérature et qu'on regarde un petit peu ce que nos consoeurs et confrères des autres pays regroupent dans les douleurs Mhm. sous-acromiales, on va rester Ouais. sur cette thématique-là, parce que l'épaule douloureuse, ça peut être la capsulite aussi, C'est vrai, Augustin. c'est vrai. Donc on va rester. Ça fait Ouais. mal, ça fait mal aussi une Ouais, capsulite. pas qu'un peu. C'est Ouais. douloureux. Ouais. Mais c'est vrai que quand on parle entre kinés d'épaule douloureuse, on parle souvent d'épaule en lien avec l'espace Ouais. sous-acromial, donc en lien avec les tendons, etc. Mhm. Et quand on regarde un petit peu, par exemple les Canadiens, ce qu'ils regroupent sous cet acronyme-là, en fait, ils parlent des tendinopathies, Mhm. des bursites, des tendinites du biceps, des calcifications, Mhm. et ils parlent aussi des ruptures de tendons, Mhm. Ouais. tu vois, des ruptures de tendons. Et donc, ça fait quand même des patients qui sont très très différents, tout ça. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent avoir 65 ans qui ont une douleur d'origine sous-acromiale avec une rupture de coiffe totale, c'est-à-dire sur la totalité de la profondeur du tendon, et tu as des gens qui ont des tendinopathies, qui sont sportifs, Mhm. voilà, et il y a peut-être quelque chose qui se passe dans l'espace sous-acromial en lien avec leur tendon ou leur Ouais. bourse. Donc c'est pas tout à fait le même type de patient, c'est pas les mêmes enjeux, et évidemment la chirurgie a toujours sa place dans la chirurgie de l'espace sous-acromial. C'est juste qu'on s'est rendu compte ces dernières années qu'elle avait pris trop de Mhm. place et que le traitement conservateur a beaucoup plus de place qu'on ne l'imagine. Mhm. Il faut, voilà, il faut prendre conscience de cela. Donc sur des tendons qui pour moi ne sont pas complètement Ouais. rompus, quand je dis complètement rompus, c'est dans la profondeur. Mhm. C'est ce qu'on va appeler la rupture Ouais. transfixiante, d'accord? Sur une douleur sous-acromiale, une tendinopathie avec un tendon qui tient toujours, à titre personnel, je considère que la chirurgie n'a pas sa place en Ouais. fait. Ok. Je n'ai en plus de 20 ans, alors là pour de bon, je prends, tu vois, mon Ah expérience il faut personnelle, quand même. après on en fait ce qu'on veut. Jamais adressé un patient qui avait une tendinopathie avec une rupture partielle dans la profondeur du tendon, qu'elle soit superficielle ou profonde, je n'ai jamais adressé ce type de patient vers un chirurgien. C'est pas par Ouais. idéologie, parce que mes idées étaient différentes il y a 10 Mhm. ans, c'est pas par idéologie, c'est parce que j'en ai jamais eu besoin Ouais. en fait. Ok. Ça veut donc dire que quelqu'un qui a une douleur sous-acromiale, je pense, et qui a un tendon qui tient toujours, doit pouvoir se faire rééduquer
doit pouvoir se faire aider par peut-être des médicaments, des infiltrations ou essentiellement de la bonne rééducation et qu'on doit pouvoir y arriver. C'est la Ouais. règle. Ça, c'est la règle. Alors, s'il y a des exceptions, elles existent toujours, les Mhm. exceptions, mais c'est Ouais. epsilon, tu vois. C'est epsilon. La règle, c'est celle-là. Ok. Après, sur des gens qui ont des ruptures complètes de tendons, eh ben, la chirurgie, bien évidemment, qu'elle a sa Ok. place. Les deux principales raisons, à mon sens, qui justifient la chirurgie de la coiffe de réparation, et on est dans une épaule Mhm. douloureuse, comme tu le disais tout à l'heure, avec une rupture complète, les deux principales raisons qui justifient l'intervention chirurgicale, c'est la prévention de l'aggravation de la rupture, et ça, on se rend compte que quelqu'un qui est jeune a beaucoup plus de risques d'avoir une évolution défavorable de sa coiffe. Jeune, ça veut dire moins de 60 ans, moins de 55 Ok. ans. À moins de 55 ans, il n'y a aucune raison d'avoir une rupture de coiffe. Et donc, c'est plutôt des ruptures Mhm. traumatiques. Donc, ça, c'est plutôt des gens on va prévenir l'évolution négative. Ouais. D'accord. Donc, c'est une chirurgie préventive, du coup. Et la deuxième cause, c'est l'absence de force dans le bras, quoi, tu Mhm. vois. C'est la rééducation qui n'a pas permis à la personne de récupérer suffisamment de force dans les épaules et dans le bras, et la personne, il faut peut-être lui réparer sa coiffe pour lui donner un peu plus de Ok. force. Tu Et vois. donc, si par exemple une patiente, je sais pas, 60 ans, elle est tombée sur son bras, elle n'est pas passée chez son médecin parce que elle n'avait pas le temps, elle te fait confiance parce que tu es son kiné depuis X années, elle vient et voilà, tu vois que les lac signs, donc vraiment pour ceux qui nous écoutent, les signes enfin les tests qu'on fait un peu pour voir si la coiffe tient quand même un peu, c'est tenir un peu le mouvement, si certains muscles peuvent un petit peu maintenir ce mouvement. Je mettrai des images à la vidéo parce que sinon ça va pas être très clair. Imagine les D'accord. lac signs, etc. Ouais, ça tient vraiment pas. Comment toi tu réagis dans ce cas-là? Est-ce que en admettant qu'elle s'est même fait une rupture totale de coiffe, c'est opération directe? Ça peut sembler bête comme question, mais au final, on est tellement dans les extrêmes maintenant sur les réseaux de se dire on balaye un peu tout. Est-ce que dans ce cas-là, c'est évident que bah, on opère d'office, ou est-ce que on part sur ok, peut-être que le deltoïde va compenser tout ça? Ouais, quel est en fait ton avis sur cette situation peut-être un peu extrême, mais qui peut arriver, je pense. Bien sûr, ça peut arriver. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que Ouais. tu dis, Augustin, et il y a deux grands principes. Le premier principe, c'est qu'on n'opère jamais à chaud Ouais. post-traumatique, Mhm. sauf s'il y a une Ok. fracture. Une fracture nécessite d'être, si elle nécessite d'être Mhm. synthésée, il faut la faire dans les jours qui Mhm. suivent. Une coiffe rompue ne doit jamais être opérée en Ok. urgence. Ok. Jamais. C'est comme un Ouais. croisé. Est-ce qu'on opère des croisés en Ouais. urgence? Non. Parce il faut attendre que l'orage Ouais. inflammatoire se calme. Et donc la coiffe, c'est pareil. Il n'y a aucune urgence pour opérer une coiffe. C'est ce que les bons chirurgiens m'ont Ok. appris. La seconde chose, c'est que il n'y a pas d'urgence à opérer. Il faut pas opérer en post-trauma immédiat. Et il n'y a aucune urgence à opérer une coiffe elle-même. Il y a toujours du temps pour opérer une Ok. coiffe. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un phénomène qui va s'installer progressivement, qui va être de la rétraction du tendon et qui va être de la dégénérescence graisseuse du muscle, et que ces éléments-là vont être des éléments d'exclusion de la chirurgie. On ne pourra plus opérer la personne quand elle sera arrivée à un certain Mhm. stade, mais ces éléments-là, ils n'arrivent pas Ouais. en un mois, ils n'arrivent pas en 2 mois, ils arrivent en plusieurs mois, voire plusieurs Ok. années. Donc, quand tu me demandes ce que je fais, déjà, j'envoie la personne, si elle vient me voir en direct, se faire une imagerie pour voir quel est l'état de Ouais. son épaule, pour avoir à un instant T l'état de son épaule. Ensuite, tout chirurgien qui dirait à une personne qui vient de se casser la figure, qui a une rupture du supraépineux à 60 ans, on va dire qu'à 60 ans, quelqu'un qui se casse la figure et qui a une rupture à l'image, il est probable que ce soit à cause de sa Mhm. chute à Ouais. 60 ans. Et qui peut plus lever son bras, tu vois, qui est Mhm. comme ça. Je peux plus lever mon bras. Et qui lui dit, je vous opère, sinon vous pourrez plus lever le bras. Ça, c'est pas quelque chose de Ok. fondé. Bien évidemment que toute personne peut lever son bras avec une rupture du supraépineux. Si cette personne ne peut pas lever le bras, c'est parce qu'elle s'est cassé la gueule et qu'elle a un trauma, et que quand tu as un trauma, tu peux plus rien faire avec ton articulation et tu peux plus déployer de l'intensité musculaire pour lever un bras. Donc ça, il faut le calmer. Et pour calmer un trauma, on attend. Mhm. Il faut attendre, prendre des médicaments éventuellement. Tu sais, il y a même des sportifs
qui après des traumas du genou, qu'est-ce qu'ils font pour un match? Qu'est-ce qu'ils font pour aller sur le terrain? Ils se font faire des infiltrations, Mhm. tu vois. Et ça, c'est la pire des choses à faire. On fait jamais une infiltration pour masquer un phénomène Mhm. post-traumatique. On attend que la nature fasse son travail, on l'aide un petit peu si elle a besoin, pour essayer de décongestionner la zone, pour essayer de faire ce qu'on peut pour désinflammer la zone, mais pas par une Ouais. infiltration. Et on essaye de faire en sorte que la personne, elle bouge ce qu'elle peut faire avec son bras. Donc, ce que je ferai avec cette personne, c'est que je l'envoie faire une imagerie, je la rassure, et si je vois qu'il y a des lag signs dès les premiers jours, ben, je lui dis, bah, écoutez, il faut probablement que vous alliez voir un chirurgien pour Mhm. Ouais. faire le point sur votre bras et faire un bilan chirurgical de votre épaule. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire Mhm. opérer, mais c'est faire un point à un instant T et on verra dans quelques mois Ok. ce qu'il y aura lieu de Donc on faire. peut rassurer les patients, voilà, en leur disant il y a pas d'urgence, parce que c'est vrai que parfois on peut être un peu dans cette situation de se dire merde, si je loupe le coche maintenant, ça va être délétère pour le patient ou la patiente. Donc c'est déjà rassurant de pouvoir se dire et retenir que ben voilà, on bilante, on fait l'imagerie, mais il n'y a pas besoin de s'alerter en disant vite, 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 il faut faire ceci, cela, opération, tout ça. Et c'est vrai que tu l'as souligné, et c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, je vois tout ça souvent à travers du prisme du croisé, etc., où je le dis souvent même, ouais, c'est pas incroyable et ça se fait jamais d'opérer directement après le traumatisme. Mais c'est vrai que pour l'épaule, voilà, c'est intéressant de le noter aussi en fait que c'est valable pas que pour le genou. Ça paraît bête à dire, mais Bien sûr. et au final, là, tu vois, on parlait de l'Axane, donc qui sont des tests orthopédiques. Eux aussi, ils ont quand même mauvaise presse, ou en tout cas, ils ont eu mauvaise presse. C'est aussi un sujet, c'est comme le conflit sous acromel. Aujourd'hui, on prend tous les trucs qui sont débunkés sur les réseaux et on essaye de faire un petit pas en arrière pour prendre un peu de recul, parce que je pense que c'est important. Comment, toi, tu conseillerais d'utiliser en fait ces tests orthopédiques en 2024, vu que leur pertinence, en tout cas utilisée isolément, semble remise en question. Déjà, il y a quand même un petit paquet d'années, enfin récent à l'échelle du monde, mais quand même quelques années maintenant. Comment tu conseillerais d'utiliser, toi, ces tests orthopédiques ou comment toi tu les utilises? Whoop, sorry, je m'incruste en plein milieu du podcast, mais promis, ça va pas être très long. C'est simplement pour te rappeler que si tu désires toujours rester à jour à propos des nouvelles connaissances en kinésithérapie, mais également pourquoi pas acquérir de nouvelles compétences également, eh bien, va faire un tour sur fullphysio.com. En fait, c'est très simple. Sur Full Physio, eh bien, c'est plus de 1000 ressources qui vont t'aider dans ta pratique quotidienne de kiné. Ça passe par un logiciel de prescription d'exercices pour tes patients, des modules EBP, des masterclass donnés par les plus grands experts et expertes dans leur domaine respectif de la kiné, mais également des échelles, des scores et même des vidéos de strapping. Bon, je t'avais promis que ce serait pas très long, donc je vais m'arrêter là et je vais surtout te laisser profiter de la suite de l'épisode. Encore 1000 merci pour ton soutien. Ciao, ciao. Donc, les tests orthopédiques, il faut les Mhm. contextualiser. Et en fait, si tu vois un patient qui a un test d'appréhension, par exemple positif ou négatif, et que tu veux évaluer la qualité de ce test-là, tu vas vérifier si la personne elle a vraiment une épaule instable ou pas. Par exemple, tu vas lui demander, après avoir fait une évaluation à l'aveugle, est-ce que vous êtes déjà luxé l'épaule? Et puis la personne va dire, bah oui, je me suis luxé 4 fois l'épaule. Tiens, ton test était positif, donc c'est bon, il a une bonne, il a une bonne validité là-dessus. Tiens, toi, est-ce que il a été négatif? Est-ce qu'il a une bonne spécificité ou pas là-dessus? D'accord? Vous vous souvenez, Ouais. la spécificité, ça inclut une bonne spécificité, ça inclut une bonne sensibilité, ça exclut la Mhm. maladie. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on se sert des tests dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a un truc qui se passe avant un test. Avant de faire un test, c'est quoi? C'est l'entretien clinique. Et en fait, l'entretien clinique n'est pas utilisé dans l'évaluation clinimétrique des tests. Or, déjà, cet entretien clinique-là te permet d'avoir un focus et d'orienter un peu plus tes Mhm. tests. Je te donne un exemple. Il y a des tests, il y a un cluster de tests, il y en a un ou deux, sur les douleurs d'origine acromio-claviculaire. D'accord? Si tu prends quelqu'un dans la rue et que tu lui fais ce cluster de tests, ben, il a une telle valeur, Mhm. telle valeur. Sauf que moi, je ne fais jamais un test de l'acromio-claviculaire si quelqu'un me dit j'ai mal dans le Mhm. bras. Ça n'a pas de Ouais. sens, en fait. Donc, en fait, je vais orienter mes tests en fonction de ce que me dit mon patient et de la plausibilité que ces tests-là déjà soient positifs ou Ouais. négatifs. Ouais. Ok. Donc, il y a déjà une orientation qui se fait comme ça. Ensuite, sur l'espace sous-acromial, bon, à quoi servent les tests?
Ils servent à savoir est-ce qu'il y a une douleur d'origine sous-acromiale. L'origine sous-acromiale, c'est la coiffe. Quand tu appuies sur un bras, tu fais une contraction des muscles de la coiffe. Si ça fait mal, c'est logique, si jamais la personne a une douleur de coiffe, que ça fasse mal quand tu appuies dessus. Parce que tu lui demandes de recruter la coiffe. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que quelqu'un qui lâche un bras? Je te donne un autre exemple. J'ai quelqu'un qui a 30 ans en face de moi, qui n'a pas eu de traumatisme. Je lui fais un test dit de job. La personne lâche complètement son bras. Il n'y a pas une demi-seconde où je me dis elle a une rupture de coiffe, cette personne. Parce que ça n'est pas possible à son âge. Donc il faut contextualiser nos tests. Or, dans la clinimétrie, tu ne dis pas ça. Tu vas juste dire, tu vois, tu as fait un test de job, il est positif, et ce jeune homme de 30 ans, il n'a pas une rupture de coiffe. Donc le test, il a pas une bonne qualité. Mais si tu cibles la population qui peut avoir une rupture de coiffe et que tu utilises des tests pour cela, tu améliores en fait leur clinimétrie. Et le type de 30 ans qui a un bras qui lâche quand tu appuies dessus, s'il n'a pas eu de traumatisme, tu es sûr qu'il n'a pas de rupture de coiffe. Donc tu l'interprètes différemment son test. Tu vas te dire, pourquoi est-ce qu'il a une perte de force? Parce qu'il n'a pas un problème neuro. C'est bien plus probable qu'il ait un problème neuro à 30 ans et qu'il lâche un test de force plutôt qu'il ait une rupture de coiffe. Donc en fait, on va regarder, on va interpréter nos tests cliniques qu'on continue à faire, mais en fait, on les fait peut-être pas exactement pour les raisons pour lesquelles ils étaient décrites. Et c'est... D'accord. Maintenant, un lag sign positif, c'est-à-dire un lag sign externe positif, tu prends le bras du patient, tu l'amènes en rotation externe, tu lâches son avant-bras, il revient comme un portillon, tu vois, il revient comme ça. Il y a quand même très très peu de situations cliniques où la personne, elle a ce signe clinique-là, elle n'a pas une rupture de la coiffe supéro-postérieure. Donc oui, quand tu as ce genre de signe, tu te dis, mais à quelle population ça arrive? Qui a ce genre de signe? C'est des gens qui ont l'âge, qui ont l'historique d'avoir une rupture de coiffe supéro-postérieure. C'est ça. Donc en fait, on en revient à l'importance aussi de l'anamnèse et de tout cet entretien clinique préalable qui, et je le disais dans un des podcasts qu'on avait tourné, au final, tu trouves tellement d'éléments, même sans faire de tests, avec l'histoire du patient, avec ce qu'il raconte, que en fait, les tests sont là juste pour venir peaufiner et confirmer certaines choses, mais que dans la plupart, pas tout le temps, c'est pas toujours si facile, mais dans la plupart des cas, rien qu'en écoutant et en posant les bonnes questions et en laissant le patient s'exprimer, j'ai l'impression en tout cas que on a déjà 80% de vraiment l'orientation vers laquelle on pourrait expliquer que la douleur vient peut-être de là ou de là. Après, évidemment, il y a les examens complémentaires, évidemment, il y a les tests qui sont là pour nous aider, mais j'ai quand même l'impression que cette anamnèse et comme tu dis très bien, cet entretien clinique, en fait, ça conditionne énormément le reste. Alors, en fait, à mes yeux, l'entretien clinique est là pour poser des hypothèses. En fait, ce sont des hypothèses. Tu ne peux pas, normalement, ou sauf cas rare, je ne sais pas, mais avec un entretien clinique, juste poser un diagnostic. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est forcément des hypothèses. Je pense à un combattant là, de Krav Maga que j'ai eu la semaine dernière. Et quand il a fait une bonne rééducation à partir d'exercices et il a été diagnostiqué tendinopathie, mais il me dit je sens mon bras qui ne va pas bien. Quand je mets des crochets, je sens mal mon bras. Je sens mal mon bras. Déjà ce genre de terme et peu utilisé chez les gens qui ont des tendinopathies, qui te disent davantage j'ai mal. Tu vois, donc dans l'entretien clinique, je me dis tiens, c'est peut-être pas véritablement un problème de tendon. Il est allé voir un confrère à moi qui lui a fait une bonne rééducation à base d'exercices. Normalement, ça aurait dû fonctionner. Bon, peut-être qu'il a pas donné des exercices assez spécifiques pour ce combattant de haut niveau, donc je vais voir ça. Et puis il me décrit une douleur sur le dessus. Et là, je me dis ok, c'est plié. C'est une douleur acromioclaviculaire. C'est classique chez les combattants qui tapent beaucoup et donc qui se font des micro-traumas au niveau de l'acromioclaviculaire. Je pars directement là-dessus. Je fais mon cluster de test. C'est pas ça. Donc, mon hypothèse, elle est mauvaise. Tu vois. Donc, je suis parti sur une hypothèse pendant l'entretien clinique. À l'examen clinique, mon hypothèse, elle a été exclue. Donc, ça sert à ça. Et puis, en fait, c'était une névralgie. Qu'il avait une névralgie, une douleur d'origine nerveuse qui irradie dans la même région à laquelle j'avais pas pensé sur le moment. Donc, tu vois, il faut émettre des hypothèses,
il faut pas s'y fier à fond. On peut pas se dire, on va directement là-dessus. Mais il y avait une belle étude qui avait été faite, rétrospective, sur plus de 500 patients qui étaient allés voir des médecins généralistes. Et l'objectif était de savoir s'il faut faire des imageries aux gens qui ont des capsulites. Mhm. Bon. La capsulite rétractile, c'est un diagnostic d'exclusion, tu sais, c'est-à-dire on dit que c'est une douleur, ok, et que la radio est normale. Et donc, on a pris plus de 500 patients, c'est les anglo-saxons qui ont fait ça, et puis on a regardé à la sortie qu'est-ce qu'ils avaient. Et il y avait parmi ces 500 patients, 6 ou 8 patients qui avaient des diagnostics qui auraient nécessité une imagerie. 2, peut-être fractures, 1, cancer il me semble, de l'arthrose d'épaule. Bon. Et en fait, on a regardé ensuite ce qui s'était passé pendant l'examen et l'entretien clinique. Pour ces 8 personnes-là, le médecin avait dit c'est pas une capsulite. Au vu de l'entretien clinique, au vu de l'examen que je viens de faire, ça peut pas être une capsulite. Ben oui, quand tu as quelqu'un qui a 80 balais, il y a beaucoup plus de probabilité, de plausibilité que ce soit une arthrose plutôt qu'une capsulite. Donc en fait, regarder la personne avait déjà orienté un petit peu le diagnostic. Et donc en fait, la conclusion, c'était de dire quoi? Ben en fait, sur ces 8 personnes-là, l'entretien et l'examen clinique étaient suffisants pour dire faut faire une imagerie parce que c'est pas une capsulite, alors que sur tous les autres, ben, il n'y avait pas besoin de faire d'imagerie. Et on a fait un arbre décisionnel avec Geoffroy Nourissa, qui est chirurgien, sur qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui a une douleur d'épaule. Et on avait justement chanté la radio, on a proposé de chanter la radio dans tout l'arbre décisionnel face à quelqu'un qui a une capsulite pour l'orienter directement vers une infiltration, tu vois. Et donc, en fait, les gens ont mal compris ça. Ils ont dit, ouais, c'est pas normal. Tous les médecins, c'est grave ce que vous faites, etc. Mais en fait, moi, bien évidemment, j'ai fait ça avec un médecin parce qu'il faut arrêter aussi que les kinés se prennent pour des médecins ou des chirurgiens parce que c'est eux qui ont cette compétence-là. Et donc, j'avais fait ça avec un chirurgien à qui j'avais dit, bah, est-ce que, à ton avis, c'est logique de raisonner comme ça? Il m'a dit, bah oui, oui. Une personne qui est d'âge moyen, qui n'a pas eu de trauma, et qui a une douleur avec une raideur d'épaule, ça s'appelle une capsulite. Tu veux que ce soit d'autres, tu vois. Donc c'est une question de plausibilité. Une personne qui a 80 ans, qui a mal à l'épaule et qui a une douleur, une raideur d'épaule, bah il est plus plausible que ce soit ça. Quelqu'un qui s'est cassé, qui est tombé sur son épaule, qui a 50 ans et qui instantanément ne peut plus bouger le bras, bah, c'est pas une capsulite parce que c'est pas comme ça que ça apparaît. Tu vois, c'est donc l'entretien clinique, il est primordial dans les hypothèses que l'on va poser et qui vont être confirmées ou infirmées par notre examen clinique. Ouais. Non, ça fait sens. Et justement, j'ai envie de rebondir sur cette fameuse capsulite et sur le fait que sur les réseaux, il y a parfois un véritable fiasco, c'est-à-dire que on voit de plus en plus, tu vois où je veux en venir peut-être, mais je sais pas. Non, je sais pas. Parce que je pense qu'on en avait déjà. Il y a tellement de fiasco sur les réseaux. mais surprise. Mais du coup, voilà, on voit de tout sur les réseaux et on voit notamment des personnes qui ont sorti des formations, des choses pour guérir, des pathologies comme les capsulites. On va rester sur ça. Et je sais que ça a fait pas mal débat. Alors le but, c'est pas de commencer à tirer à balles réelles sur ni de citer qui que ce soit, ni voilà, c'est pas le but, mais c'est plutôt voir un petit peu discuter de ça dans le sens déjà vu que ces programmes parfois prétendent guérir une capsulite en 3 mois ou en 4 mois. Bon, je connais personnellement la réponse, mais je veux quand même t'entendre dire. Est-ce qu'une capsulite, ça guérit en 2-3 mois? Déjà, première question. Est-ce que ça peut guérir en 2-3 mois? Et aussi, que penser aussi d'un peu ces programmes comme ça? C'est un peu le nouveau business, j'ai l'impression, d'Instagram. Voilà, les gens qui le font, ils ont leurs raisons. Mais voilà, quel est un peu ton avis là-dessus? Moi, j'en ai déjà pas mal parlé sur mon compte Insta, donc j'en reparlerai avec plaisir. Mais voilà, ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu. Bon, là, tu vois, je suis obligé de faire un peu de cohérence cardiaque quand on me parle de ça. Ouais. Pourquoi? Parce que depuis toutes ces années et tout ce que j'ai décrit dans ce que j'ai fait précédemment, mon objectif ultime, c'est que les patients ils soient bien pris en charge.
Et les gens qui diffusent ce genre de message, faut qualifier les gens, c'est des Mhm. charlatans. Ça s'appelle des charlatans. Hein, c'est un nom en français, un mot en français. Il y a le Ouais. même en Belgique, je pense. Charlatan. Et dans le code de déontologie, il est inscrit qu'on ne peut pas promouvoir faire du Mhm. charlatanisme. On ne peut pas promouvoir des techniques qui soient Mhm. illusoires. C'est pas pour rien, c'est que de tout temps, il a existé des, euh, des bonimenteurs, des gens qui vendent des Mhm. thérapies miracles. Ouais, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Ça, de tout temps, ça existait. Ça passait dans les villages. Ça Mhm. existe de tout temps. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, il est colossal. C'est-à-dire qu'on peut toucher un nombre incalculable de Mhm. personnes, y compris des personnes qui, à partir du moment où on est malade, on est psychologiquement dans un état de Mhm. fragilité. Parce qu'on a mal, Ouais. parce qu'on est malade. J'ai vu des patients à moi euh, qui avaient des cancers en phase terminale et qui consultaient des kinésiologues, des pseudothérapeutes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement désespérés que la médecine traditionnelle ne pouvait plus rien leur apporter, que ils se tournaient Mhm. vers ces gens-là. Et on le voit avec des gens qui ont des scléroses en plaques. Pourquoi ça marche bien, toutes ces thérapies avec les scléroses en plaques? Parce que la sclérose évolue par poussée. Donc forcément, tu vas voir un type, il te fait un truc sur le crâne, ou il te met les mains à distance, ou il regarde même ta photo à 200 km, et puis ta crise, Mhm. elle va passer de sclérose en plaques, et tu vas croire que c'est Ouais. grâce à ce qu'il a fait. Donc ça, c'est quelque chose, mais ça Ouais. me fout la rage, tu vois. Ça me fout la rage. Alors heureusement, la capsulite, c'est pas aussi grave qu'une sclérose en plaques ou qu'un cancer, mais en fait, on use des mêmes méthodes pour comment dire, profiter de la Mhm. crédulité d'un patient ou d'une patiente qui est en souffrance et qui du coup est en attente d'une guérison. Alors on pourrait dire oui mais c'est de sa faute, elle a qu'à aller voir son médecin qui va l'orienter Mhm. correctement. C'est vrai, mais moi j'en vois des Ouais. gens qui ont des capsulites à longueur d'année. C'est la pathologie que j'ai le plus traitée ces Mhm. dernières années et que j'ai aussi le plus étudiée. Je comprends quand on a très mal qu'on souhaite que ça Bah ouais. s'arrête vite. Mhm. Et c'est normal, compréhensible, qu'on cherche des méthodes miracles, surtout si une personne te dit, ben oui, mais on avait diagnostiqué une capsulite et il m'a réglé ça en une semaine ou en un mois. Non, une capsulite ne se règle pas dans un temps court, c'est une Mhm. maladie longue. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et toute personne qui dira le contraire est un Mhm. charlatan. Je dis un en plus, c'est curieux parce que je vois rarement des femmes raconter des conneries comme ça. T'as remarqué que sur les réseaux, c'est plutôt des mecs qui racontent des conneries comme ça. Hein. Ouais, C'est mais bizarre. Hein. J'ai pas vu de ouais. charlatanes. J'ai vu beaucoup Ouais. de Mhm. charlatans en fait qui racontent des conneries, qui sont parfois des professionnels de santé, parfois même pas des professionnels de santé, et qui se permettent de dire, alors que c'est pas des professionnels de santé, votre capsulite, on va la traiter, mais déjà toi, tu n'as même pas le droit de dire le mot Ouais. traiter, d'accord? Et donc lui, il risque rien puisqu'il n'est même pas un code de Mhm. déontologie, il a rien. Mais celui qui a un code de déontologie ou celle qui a un code de déontologie, elle doit le respecter. Donc une capsulite ne se règle pas sur un temps Ouais. court, c'est un temps long d'accompagnement de la personne et il y a des thérapies dont on sait aujourd'hui qu'elles peuvent aider à raccourcir un peu le temps de Mhm. la maladie à partir du moment où la maladie est Ouais. diagnostiquée très tôt. Voilà. Si on diagnostique tôt, c'est toujours une question de prise en charge et donc probablement qu'il y a une inégalité territoriale, il y a une inégalité par rapport à l'accès aux soins. Si on diagnostique tôt la maladie, il est probable qu'on puisse diminuer son temps. C'est ce qu'on a mis en évidence ces dernières années avec les traitements à base d'infiltration Ouais. très précoces. Mais voilà, mais il Ouais. n'y a pas de Ouais, miracle de on toutes les est bien façons. d'accord. Et c'est vrai que quand j'ai posé cette question, je pensais aussi et surtout aux personnes qui n'étaient pas thérapeutes, tu vois, qui n'avaient pas de diplôme de kiné, de médecin, de tout ça, qui étaient dans d'autres professions ça peut être des coachs, etc. Et c'est parce que voilà, j'en ai vu pas mal passer. Je pense que toi aussi, en tout cas, plusieurs profils. Et donc voilà, je pense que c'était un peu important de réaborder ça, de retaper un peu sur ce clou-là, parce que ouais, ça reste un business comme un autre, et je pense que c'est un peu malsain. Et d'autant Oui. plus quand
c'est pas vrai. Donc, qu'on me dit, enfin, Ouais, c'est en vraiment la double plus, tare pour moi. en plus. Et c'est vrai que la capsulite, pour moi, je suis bien, bien content que tu le rappelles de façon très claire. Euh, Voilà. C'est pas pour rien que ces personnes-là mm, choisissent la capsulite, parce que c'est une maladie qui est mhm, particulièrement douloureuse, parce que c'est une maladie qui est longue, parce que c'est une maladie sur laquelle il est difficile d'agir sur la douleur, parce qu'il faut agir en réalité sur la kinésiophobie, le catastrophisme de la personne, et donc il faut une thérapie d'accompagnement aussi de la personne, mhm, que ça prend du temps, et il faut des gens compétents à l'écoute pour cela. C'est parce que ce sont des gens qui sont un petit peu désespérés, ben, que ces vautours ouais, se jettent dessus. Ils se jettent pas sur une autre type de mm, maladie, ils se jettent là-dessus. Et puis comme c'est une maladie qui a une évolution favorable, ouais. naturelle, On prend pas beaucoup de risques. ben, ils ont bon dos de dire que c'est Ouais, grâce à eux, quoi, tu vois. C'est mhm, facile en fait. C'est encore mieux que le ouais, cancer. Hein. mhm, Donc effectivement, c'était des choses qu'il mhm, faut combattre dans nos professions aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui racontent des bien sornettes sûr. dans nos professions, donc il faut le combattre, et puis combattre aussi des gens qui apprendre en fait à chacun, bon déjà de rester dans son domaine d'expertise, c'est la base, mais quand on sent qu'on est incompétent, de demander de l'aide. Le kiné qui n'est pas sûr s'il faut opérer ou pas, il appelle un chirurgien, Ouais, c'est son métier, c'est pas au kiné de décider si la personne elle mm, doit se faire opérer ou pas. Il peut conseiller, il peut dire écoutez à mon avis peut-être il faut prendre un deuxième avis, peut-être que vous devriez aller voir un chirurgien. Donc mm, il conseille, d'accord, mais c'est pas lui qui ouais, va opérer de toutes les façons. De la même façon un coach qui travaille avec des personnes très souvent qui ont des douleurs, ben contacte la personne ouais, référente de cette personne-là. Tu vois, la semaine dernière, je suis rentré en rage. J'ai une de mes patientes qui s'est fait opérer mhm, d'une butée. C'est sa deuxième butée et qui est très dynamique, très sportive. Et à 6 semaines, elle a vu son coach. Elle m'en avait pas parlé. Et le coach, il lui a fait faire des écartés, téméraire. Ouais, d'accord, des écartés avec 5 kilos dans ouais, ouais. chaque main à 6 semaines. Et donc là, on n'avait même pas la radio Ah ouais, contrôle. Donc là, moi, tu vois, j'ai à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, il ouais, mérite des baffes, le mec. Parce que qu'est-ce que ça lui coûte de me passer un coup de fil, puisqu'il sait forcément qu'elle est en rééducation, et de me dire, tiens, qu'est-ce que tu penses si je lui fais faire des écartés? Et je vais pas lui dire, t'as rien à foutre dans ce temps-là. Au contraire, je vais lui dire, fais-la bosser mm, d'autres choses, et je vais peut-être l'orienter. Mais en fait, c'est une question de savoir ouais, reconnaître ses limites. Et cette personne-là n'a pas, ben, ouais. n'imagine pas qu'il a des limites. Face à quelqu'un qui vient de se faire opérer, il se dit pas, ben, je sais pas tout sur ça, et je vais consulter, et je vais questionner la personne qui est plus compétente que Mhm. moi sur ce domaine. C'est ça Ouais, le drame, en fait. parfois chacun reste dans son petit écosystème sans se dire on va nouer des liens Ah, avec bah, tout l'écosystème du patient, là en l'occurrence. C'est vrai que ouais, moi, pour le moment, j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'ai des coachs, enfin, ça m'arrive souvent de travailler avec des coachs et voilà, on fait une prise en charge un peu combinée où le patient ou la patiente vient me voir de temps à autre et la plupart du temps, le coach, de façon très humble, vient me demander au final des conseils sur ce que je lui conseille de faire ou pas. Et au final, je trouve que, comme tu dis, c'est ça la façon la plus saine d'avancer en fait, parce que si chacun reste dans son coin, je pense que tu vas droit dans le mur. Tout comme moi, j'ai toujours besoin. Enfin, dès que la personne me dit, voilà, j'ai un coach, etc. sur le côté, première chose que je demande, c'est le contact du coach et qu'est-ce que tu fais en séance avec lui et voir en fonction. bien Parce que sûr. bon, si c'est pour qu'il fasse la même chose avec son coach qu'avec moi, j'ai moins de plus-value à ce moment-là. S'il faut quand même faire des squats, je préfère à la limite qu'il les fasse avec le coach et que ce soit dans une salle, etc. Enfin bon, bref. Donc, ok. Et j'aimerais rebondir. Ouais, dis-moi. Et quand même, Dis-moi. Augustin, juste pour dire un mot, il faut quand même rappeler que l'immense majorité des gens Bien sûr, fait ouais. bien son Ouais, parce que là, travail. on tape un peu. Ouais, Ce dont on vient de oui, ce ouais, dont on vient de parler là, c'est ouais, un petit, bien sûr. petit pourcentage de Ouais. gens. Petit. L'immense majorité des kinés fait parfaitement son travail. Je le vois à longueur d'année. Moi, tu vois, je rencontre des Mhm. centaines de kinés à l'année. Des gens absolument impliqués dans leur travail, qui ont une envie de faire correctement. Déjà, quand tu as envie Ouais. de bien faire, déjà, c'est bien. Et forcément, quand Mhm. tu viens te former, c'est que déjà à la base, tu te remets en question. Et je connais des Bien sûr. tas de coachs qui, justement, ne demandent qu'une chose,
c'est de s'adresser à un professionnel de la santé, de la rééducation pour dire, écoute, j'ai un client là qui a mal à l'épaule quand il fait tel mouvement, Ouais. qu'est-ce que tu me conseilles? Pour moi, c'est ça la majorité, en Ouais. fait, c'est la règle. Et évidemment que derrière, il y a des charlots qui vendent des formations et qui sont pas professionnels de santé et qui vont chercher des C'est sûr. patients pour leur vendre des choses alors qu'ils sont malades, ces gens-là, et qui les détournent du circuit classique. Ça, Ouais, heureusement, c'est moi mais qui ouais, fais non, demain. c'est clair. Mais tu fais bien de préciser. C'est vrai que forcément, on tape un peu plus sur là, sur une minorité, mais je pense que c'est important parce que pour pas que ça devienne une majorité, justement. Mais je pense qu'on en est encore loin, et heureusement. Et j'aimerais bien encore aborder quelque chose avec toi, c'est concernant le fait de rendre le patient autonome. Je pense que c'est crucial, et je crois qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, c'est-à-dire que rendre le patient autonome, c'est quand même quelque chose de fondamental. Comment toi, tu t'organises face à ça? Combien de fois par semaine, typiquement, tu aimes voir tes patients? Parce que je sais qu'on vient d'un paradigme où bah, le kiné voyait peut-être beaucoup plus souvent ses patients, 2, 3 fois, 4 fois semaine, j'en sais rien. On évolue vers quelque chose où j'ai l'impression, en tout cas moi je suis dans ce moule-là, peut-être que je le serai plus dans 10 ans, j'en sais rien, mais où j'essaye de voir mes patients limite le moins possible en leur apportant le maximum possible. C'est en tout cas là que moi je trouve ma satisfaction professionnelle. Ça remplit moins les poches, mais c'est là qu'en tout cas moi je m'épanouis le plus, c'est de dire d'autonomiser le plus possible et le plus vite possible le patient. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça et comment toi comment tu gères ça? Alors, c'est une très bonne question, Augustin, et c'est vrai que c'est quand même le fond comment dire, de l'objectif d'un kinésithérapeute, c'est de rendre le patient autonome et de ne pas le rendre dépendant. C'est toujours quelque chose que je me pose comme question quand je vois le patient, quand je lui parle, quand je lui prescris des exercices, parce que c'est une obsession pour moi. Je ne veux surtout pas le rendre dépendant des soins. C'est vraiment un objectif premier pour moi. Donc ça, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc effectivement, ça a beaucoup évolué ma pratique. Je voyais les patients il y a 15 ans, 3 fois par semaine, tu vois, parce que c'était écrit comme ça et qu'on avait l'habitude de faire le mercredi, vendredi, mardi et jeudi, tu vois, c'est des habitudes en fait. Et je passe souvent une petite slide en formation où je mets à quelle fréquence il faut voir les patients et puis je mets souvent la décision de la fréquence se fait suivant plutôt nos habitudes. Ouais. C'est des habitudes. Et les habitudes du médecin qui écrit quelque chose, il sait même pas pourquoi, et plutôt que des éléments qui sont de l'ordre de ce que l'on veut mettre en œuvre et de la nécessité de voir le patient par rapport à son état. Je te donne un exemple tout simple, qui va même pas dans le cadre de l'autonomisation. J'ai une patiente qui est très sportive, qui vient de se faire Mhm. opérer d'une butée. C'est une patiente médecin très sportive. Elle s'est fait opérer d'une butée. Je la vois une semaine après sa butée et elle a son bras qui monte complètement à la verticale, tu vois. Donc, elle a déjà son objectif atteint de 6 semaines Mhm. post-opératoires largement. Or, pendant ce temps-là, il y a un délai de cicatrisation pendant lequel je peux pas non plus faire des choses extraordinaires. Donc, si je vois cette personne 3 fois par semaine, je n'ai rien à faire avec son bras, je n'ai rien à faire avec son épaule, puisque elle a déjà son résultat. Si je la vois, c'est pour d'autres raisons. C'est pour entretenir le Mhm. reste de son corps, si elle n'est pas capable de le faire. Si c'est une sportive, il y a un intérêt à développer, à maintenir plutôt des compétences cardiaques, respiratoires, de l'autre bras, du tronc, etc. C'est tout à fait légitime de voir la personne pour ça. Si elle est Mhm. compétente toute seule, ben elle n'a pas besoin de toi, effectivement. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec ta patiente et son coach qui ferait du squat chez lui, mais Ouais. qui le ferait pas chez toi. Et puis, si cette patiente, elle a peur, elle est inquiète, peut-être qu'elle a besoin de me voir pour ça, pour que je lui réexplique ce qui s'est passé et que je lui donne les différentes étapes de sa rééducation. Parce que ça aussi, ça rassure, en fait, on le sait. Donner des objectifs, une temporalité, une planification sur ce qui va Ouais. se passer C'est clair. rassure les gens. Tu vois, quand tu dis à un patient qui rentre dans un traitement, dans un mois, vous serez là, dans 2, 3 mois, on fera ça, etc. En fait, la planification, ça sert à ça aussi. Ça sert à montrer à la personne qu'il a un calendrier et qu'il peut se projeter Mhm. vers sa guérison. Et même si cette guérison, elle intervient, comme dans une capsulite, on a parlé tout à l'heure, dans un an,
Savoir que dans un an, ça ira mieux, bah, ça rassure, même si c'est long, plutôt que de ne pas savoir quand est-ce que ça ira mieux. Et donc, cette personne-là, si elle n'est pas inquiète, si elle a déjà ses objectifs de 6 semaines, comme c'est son cas, qu'elle est sportive et qu'elle s'entretient déjà toute seule, bah, en fait, j'ai pas besoin de la voir. Donc sa fréquence, je vais la revoir dans 2 semaines au moins, ou dans peut-être même 3 semaines. Je vais pas dire 3 semaines parce que ça fait bizarre de dire à quelqu'un qui vient de se faire opérer, je vous revois dans 3 semaines, mais en gros, ça pourrait être ça dans la théorie, tu vois. Quant aux autres traitements, je fais tout pour que les patients soient le plus autonomes possible et pour les voir le moins souvent possible. Alors, tu sais, il y a la fameuse EBP. Hein, donc, dans une démarche EBP, on a les préférences du patient, il y a l'expertise de la personne et il y a les données de la littérature. S'agissant des données de la littérature, on n'a aujourd'hui aucune donnée qui permette de dire que de voir plus de fois la personne ou moins de fois la personne est une incidence sur les résultats. C'est ce que dit la littérature. Après, tu as ton expertise, tes préférences à toi. Je parle souvent aussi de sensibilité du praticien. Je crois qu'à un moment donné aussi, il faut, par rapport à la thérapie manuelle, il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, il y a aussi les sensibilités personnelles, mais qui ne peuvent pas être contraires à la littérature. Bon, bah, ça se tombe bien, sur la fréquence, tu ne peux pas être contraire puisqu'il n'y a rien qui se dégage comme supériorité. Donc, ta préférence, c'est de dire, toi, Augustin, moi, je vois de moins en moins les patients aujourd'hui et je préfère faire comme ça. Je préfère les voir moins souvent et avoir l'impression de leur apporter une vraie plus-value. Tu avais fait un reel qui était très intéressant là-dessus, c'est-à-dire que tu disais que tu es quelqu'un et tu te considères plus comme un évaluateur, comme quelqu'un qui oriente, qui guide la personne, plutôt que quelqu'un qui va mettre en œuvre quelque chose de particulier toi-même avec la personne. Donc ça, c'est ta sensibilité. Et puis, il y a les préférences des patients. Alors, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment avec une patiente, encore une fois. Moi, je prends les patients, effectivement, par principe, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Bon, c'est comme ça. Très, très rarement, 2 fois par semaine. Et j'ai une patiente qui vient me voir pour une suture de coiffe. C'est une grande banalité. Elle s'est fait opérer par un chirurgien avec qui je travaille beaucoup. C'est une grande banalité pour moi. Mais c'est jamais une banalité pour le patient. Et donc, elle vient me voir et elle est en accident de travail. Et c'est quand même important parce que le contexte social de l'accident de travail a un impact sur la guérison de la personne. Cette personne, elle vient me voir, j'ai même enregistré ce qu'elle me disait tellement c'était fort. Le premier mouvement que j'ai essayé de lui faire dans la semaine post-opératoire, elle me disait à chaque mouvement, j'ai peur que tout pète, j'ai peur que tout lâche. Donc elle était psychologiquement dans une kinésiophobie et dans un niveau de catastrophisme extrêmement élevé. Extrêmement élevé. J'ai passé énormément de temps à la rassurer et à lui montrer qu'à la fin de la séance, elle bougeait un peu mieux son bras et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, etc. Je l'ai vu une première fois, puis je l'ai vu une seconde fois dans la même semaine. J'avais prévu une deuxième séance. En général, c'est ce que je fais pour rassurer les gens au téléphone. Je leur donne 2 séances et à la première séance, je leur dis, vous voyez, tout va bien. Finalement, on peut se voir que la semaine prochaine. On annule le rendez-vous de cette semaine. Et comme ça, si je vois que ça va pas, j'ai une cartouche où je me dis, je peux quand même les voir ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaye de faire ça. Et je la vois la semaine suivante. Je trouve qu'elle est à peu près dans le même état dans lequel j'ai laissé, mais elle, psychologiquement, ça va toujours pas mieux. Ça va pas, elle est hyper inquiète, etc. Et je lui donne un 3e rendez-vous la semaine suivante. On est à 3 semaines, elle est à son 3e rendez-vous. Au 3e rendez-vous, j'arrive et je lui dis, alors dites-moi comment ça va aujourd'hui. Et elle me dit, ça va pas du tout. Je lui dis, d'accord, racontez-moi ce qui vous arrive. Moi, je pensais vraiment que la kiné, vous alliez me faire des massages, que j'allais vous voir 3 fois par semaine parce que le chirurgien il avait dit 3 fois par semaine et que vous alliez me faire des massages, etc. Et là, en fait, c'est des choses qui, moi, m'énervent. Ouais, c'est sûr. On est des êtres humains. Hein. On a le droit d'être énervé. Et quand une patiente me dit « Ah, mais je pensais que vous alliez me masser », c'est un truc qui m'énerve un peu. Mais il faut se contenir, bien évidemment. Il faut rester neutre. Et je dis « D'accord, je comprends. Vous savez, moi, je ne peux pas vous voir 3 fois par semaine parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, en fait. Alors, si vous voulez, je peux peut-être trouver un collègue qui pourra vous voir 3 fois dans la semaine parce que
je crois pas qu'en plus Ouais. ce soit véritablement utile. Et je lui fais quand même sa séance et je la vois, extrêmement angoissée. À la sortie de la séance, je lui donne 3 rendez-vous la semaine d'après. Ok. Je lui donne 3 rendez-vous la semaine d'après parce que j'arrive au comptoir et je lui dis, dites-moi ce que vous voulez. Et elle me dit, je lui dis, vous voulez 3 rendez-vous dans la semaine prochaine? Elle me dit oui. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur ma position d'expert dans la matière qui fait que je sais qu'elle n'a pas besoin de 3 séances par semaine parce que tous mes autres patients n'en ont pas besoin? Ou est-ce que je cède à sa préférence? J'ai cédé à sa préférence. Et je lui ai donné 3 rendez-vous là, dans la semaine. Pendant plusieurs semaines, je l'ai vu entre 3 et 2 fois par semaine. Ce que je n'ai fait, je crois, avec personne ces 10 dernières années. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, ah oui, mais moi, j'aimerais bien faire un petit peu ce type de choses en rééducation. Et en fait, je me suis rendu compte que cette patiente, elle est venue me voir comme si elle était au restaurant, tu vois, et comme si elle choisissait sur une carte ce qu'elle voulait qu'on fasse. Et à chaque fois, il fallait que le thérapeute soit aligné avec sa préférence. Donc, sinon, ça fonctionnait pas. Donc, il y a 2 possibilités. Soit tu rentres à l'encontre de cette personne frontalement et tu la perds. Tu casses l'alliance thérapeutique. Elle ira voir quelqu'un d'autre. Soit tu cèdes comme j'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai renoncé à mon expertise clinique. C'est-à-dire qu'en gros, je suis allé mais totalement dans sa direction. Je me suis fait totalement déborder par ses préférences. Ça m'était pas arrivé depuis des années et des années. Elle m'a complètement absorbé dans ses préférences. Soit tu essayes d'utiliser des outils que je connais, que je crois maîtriser, ou tu essayes d'amener la personne vers une compréhension de ce pourquoi elle veut autant de choses, pourquoi elle pense ça, et l'amener vers une thérapie qui serait plus proche de ton expertise. Et chez elle, ça n'a pas marché, tu vois. Donc, l'autonomisation, c'est quelque chose que je cherche le plus souvent possible, et de façon exceptionnelle, comme dans ce cas-là, je t'en parle parce que c'est une patiente que j'ai actuellement, et ça me perturbe personnellement, tu vois, professionnellement, de m'être à ce point-là fait déborder, parce que ça m'arrive assez rarement de me faire déborder par les préférences des patients, et ça a été son cas à elle. Et voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. En tous les cas, l'objectif, c'est de voir effectivement les gens, à mon sens, à la fréquence qui est nécessaire pour leur évolution, et qu'une évolution lente comme une capsulite, je pense que si on voit les gens fréquemment, en fait, ça va te confronter toi-même au fait que la patiente n'évolue pas assez vite. C'est l'évolution de la maladie. Elle, ça va la confronter au fait que tes soins ne la font pas évoluer assez vite. Et je crois que pour la patiente comme pour toi, ça va être délétère. Donc en fait, on en revient toujours à tenir compte aussi des préférences du patient, mais en essayant de se respecter aussi soi-même. Et c'est un équilibre pas évident à trouver, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. T'as vraiment une trame et c'est intéressant. Mais en fait, je pense que ça fait partie du métier, c'est toujours devoir aussi s'adapter à l'humain qui est en face de nous. Et face à une situation qui bloque, parfois il faut faire des concessions en tant que thérapeute, même si c'est pas facile, comme tu dis. Parfois, on a nos idées aussi. Mais bon, si ça permet aux patients d'aller mieux, voilà, tant qu'on fait pas ça tout le temps et que c'est pas, tant que c'est dans la bonne intention, je pense que on reste dans quelque chose de sain et d'honnête intellectuellement en tout cas. À partir du moment, Augustin, où je pense que tu as toi-même une réflexion sur ce pourquoi tu fais ça, et là en l'occurrence je sais pourquoi je le fais, c'est parce que c'est sa demande, ou pourquoi est-ce que je vois la personne une fois par semaine ou tous les 10 jours, c'est parce que c'est ma volonté de voir les gens le moins possible pour qu'ils soient le plus autonomes possible, voire à 15 jours. À partir du moment où tu as cette réflexion-là et que tu ne décides pas de la fréquence de soins par rapport à un automatisme, en fait, tout peut être justifié, tu vois. Tout peut être justifié. Écoute, ça fait 1h17 qu'on est ensemble. Je te propose qu'on termine tout doucement ici le podcast parce que 1h18 c'est déjà 1h18 maintenant, un très bon score. Et comme ça, je vais pas te retenir toute l'après-midi non plus. Je voulais surtout te remercier
d'avoir accepté de venir sur ce podcast. Pour moi, c'est vraiment un privilège et je le pense vraiment. C'est pas pour juste lancer des fleurs. C'est ça. Voilà, tu sais ce que je pense de toi et tu sais ce que je pense de ton travail, mais vraiment, j'apprécie énormément que tu aies accepté de pouvoir échanger avec toi. C'est vraiment une chance parce que tu es quelqu'un de passionné et passionnant à écouter aussi. Et aussi, voilà, petit instant pub aussi pour toi. Il me semble que tout le monde qui nous écoute, à mon avis, en a déjà entendu parler, mais tu donnes aussi des formations. Tu es formateur chez Kinéotop, c'est ça? Et donc voilà, j'ai pas eu la chance d'encore me former avec toi, stricto sensu. Je me forme un peu tous les jours via Insta avec toi, mais ça vaut pas une formation présentielle. Mais donc voilà, si vous voulez des formations qualitatives vraiment, et c'est pas que autour de l'épaule, il me semble que vous abordez plein le membre inf, le rachis, etc. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez vraiment pas, faites un tour sur déjà la page Instagram Kinéotop, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les informations, et aussi sur ton site internet, il me semble. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a plusieurs outils, et notamment, il y a un site qui montre l'offre de formation qui est la plus vaste possible, Ouais. qui est pas autour que de l'épaule, qui est Mhm. mon champ de prédilection et sur lequel moi je reste parce que je j'ai pas Mhm. assez de compétences pour aller sur le reste. En 2024, on espère, je croise les doigts, proposer sur l'épaule une ou deux Ok. choses nouvelles. Donc, surveiller ce qui va arriver. Parce que si j'arrive à mettre en œuvre ce que j'ai envie de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui va beaucoup aider les professionnels. Si c'est pas 2024, ce sera début 2025. Mais en tous les cas, ça va arriver là. Et j'espère que ça pourrait beaucoup aider les consoeurs et les confrères Trop bien. sur l'épaule, en l'occurrence. Augustin, je te remercie énormément pour ce que tu fais et j'espère que ce podcast n'aura pas été trop long pour les auditeurs et les auditrices. J'ai essayé de vous transmettre pas mal de choses qui relevaient aussi de mon expérience, qui doit être canalisée par les données de la littérature. Et c'est ce que j'ai essayé de vous dire pendant cette heure. Je crois aussi foncièrement que si on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, on le fait beaucoup mieux. C'est vrai dans tout dans la vie. Et prendre du plaisir, c'est aussi réussir ce que l'on fait. Si on est face à des échecs successifs, ben on aime Ouais. moins ce que l'on fait. Tu vois, si tu es complètement raide et que tu te mets à faire du stretching, ben tu vas pas aimer Mhm. faire du stretching, tu vas plus jamais en faire parce que tu te dis oh, j'y arriverai jamais à faire mon grand écart. Eh bien, quand on est face à des patients qui ont des pathologies d'épaule, si on commence à avoir des bons résultats, on va apprécier ce que l'on fait parce qu'on va avoir en fait un retour positif et une meilleure confiance en soi. Et il suffit de très peu de choses pour améliorer sa pratique sur les pathologies d'épaule. Il faut très peu de choses. Mhm. C'est pas si compliqué que cela. Et il n'y a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes de formations. Il faut regarder les patients, essayer de raisonner en face d'eux, que ce soit pour le genou, pour l'épaule ou quoi que ce soit, et de ne pas Ouais. tomber dans des automatismes. De raisonner et de prendre en compte la personne qui est en face de soi comme un individu. Et c'est pas Mhm. une tendinite, cette personne-là. C'est un individu qui a une douleur et qui vient pour se faire soigner. Et vous pouvez faire énormément de choses, les kinés, rien qu'en écoutant la personne, en la guidant, en l'encourageant. Déjà, Mhm. c'est énorme ce que l'on fait. On a une puissance de frappe qui est colossale. On est au top niveau des professionnels qui peuvent accompagner les gens qui ont des douleurs Mhm. d'épaule, quelles que soient les pathologies d'ailleurs, des douleurs tout court, Mhm. du rachis musculo-squelettique. On est au top niveau de ceux qui peuvent les guider et les améliorer. Donc, il faut avoir C'est confiance sûr. en soi et ne pas avoir de crainte de mal faire parce que souvent, ce qu'on fait, c'est quand même pas mal. Je pense que tu as tout dit. Écoute, je te remercie encore une fois. Et puis je te dis surtout, j'espère à la prochaine. Et puis porte-toi bien. Oui, Et avec pour tous plaisir, ceux qui nous écoutent, Augustin. aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fred. Donc voilà, joyeux anniversaire Fred. C'est vrai. Euh, voilà, Merci, c'était un écoute. plaisir de passer avec toi. Et puis au plaisir de se reparler ou de refaire des choses ensemble en tout cas. Avec plaisir, Augustin. À bientôt et à bientôt à tous les auditeurs et les auditrices du podcast. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est
simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.